Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de MetaSelf. Cet épisode-là, il m'a donné du fil à retordre et j'étais assez loin d'imaginer quand j'ai commencé à écrire le script il y a quelques mois que ce serait aussi complexe à aborder. Donc ce que j'ai décidé de faire après réflexion, c'est de découper le thème en 4 épisodes. Ça me permet d'avoir des épisodes plus courts, vu que j'ai à peu près 20 pages de script et qu'en général je suis à 20 minutes pour 5 pages. Donc ce premier épisode, ça va traiter de ce qu'on peut appeler la triade rhétorique, que moi je vais appeler la triade de la communication. L'épisode suivant, il traitera de l'opposition classique entre logos et pathos, et sur quoi ça repose, cette opposition. L'épisode 3, il parlera des différentes manières d'entrer en relation avec le pathos, avec les émotions. Et l'épisode 4, ça traitera de comment on peut composer avec le pathos, avec sa vulnérabilité et celle des autres. Je m'excuse si vous entendez des avions pendant l'enregistrement, parce que là où je suis, visiblement, il y a un avion toutes les 3 minutes. C'est soit j'enregistre avec des avions, soit j'enregistre pas. Donc, on va faire avec. Pour commencer, dans cet épisode, on va parler des 3 dimensions de la communication. Donc ce qu'on appelle la triade rhétorique en grec, pour moi, c'est un peu les 3 composantes de l'intelligence humaine dans la communication. Donc moi, je parlerai surtout de la communication en général parce que c'est ça qui m'intéresse. Et quand je parle d'intelligence de la communication, je fais référence au fait que communiquer, c'est pas juste dire des choses. La communication, c'est avant tout la capacité à être entendu, à être compris dans ce qu'on veut dire, à transmettre de l'information, du signal, à pas être perçu comme du bruit insignifiant par les gens à qui on s'adresse. Et c'est de ce point de vue-là que je trouve que cette triade, elle est intéressante à avoir en tête. Donc elle est composée de 3 notions différentes que je vais définir. Donc ces 3 notions, c'est le logos, l'éthos et le pathos. Donc pour commencer, le logos, c'est la pensée rationnelle, la pensée logique, la capacité à maîtriser des concepts. Beaucoup de domaines scientifiques, ils ont justement une appellation qui finit par logis, liée au logos, justement. Par exemple, il y a la psychologie, la biologie, la sociologie, l'anthropologie. Voilà, tout ça, c'est des disciplines spécialisées qui ont vocation à produire un discours cohérent sur le monde, à se représenter le monde de façon logique, souvent en s'appuyant sur des méthodes rationnelles. Des méthodes qu'on sait être efficaces pour produire de la connaissance et du savoir. Donc le logos, ça va permettre de construire des théories, de se baser sur des données, des faits, des preuves, pour pouvoir convaincre à travers des arguments logiques. Il va s'agir en gros de bien réfléchir, de bien raisonner, et de pas tomber dans ce qu'on va appeler des biais cognitifs, des biais qui influencent la réflexion et qui nous font faire des erreurs. Et si on fait des erreurs de raisonnement, eh ben ça va nous amener à des conclusions erronées, ça va nous faire nous tromper en fait. Et donc cette capacité à penser de façon rationnelle et à éviter les erreurs de raisonnement, c'est un peu ce que vont enseigner les vidéastes sur YouTube qui vont parler de zététique ou de scepticisme par exemple. C'est des gens qui vont nous aider à comprendre comment fonctionne la pensée et le raisonnement et à améliorer sa capacité à raisonner. Quelqu'un qui a un bon logos, on va s'attendre à ce qu'il maîtrise les bases de la logique, à ce qu'il maîtrise justement ces différents biais cognitifs. Par exemple, il y a un principe de base de la logique, c'est ce qu'on appelle le principe de non-contradiction. C'est la capacité à ne pas dire une chose et son contraire dans le même discours, parce que sinon, en fait, c'est un peu comme si on n'avait rien dit. Si je vous dis une phrase floue pour décrire votre personnalité et que je dis ah voilà, par moments vous êtes très extraverti, bavard et sociable, tandis qu'à d'autres moments, vous êtes introverti, circonspect et réservé. Alors peut-être que vous allez être d'accord avec ça, avec cette description, mais en fait le truc c'est que c'est une description vague qui dit tout et son contraire. En fait c'est un peu comme si j'avais rien dit de pertinent quand je vous décris comme ça, parce que tout le monde pourrait s'y reconnaître plus ou moins. Du coup, sur le plan du logos, c'est pas terrible. C'est pas très informatif en fait. Le logos, ça va être aussi cette capacité à s'appuyer sur des faits, sur des données, sur des sources, et donc à pouvoir notamment citer ces sources, à pouvoir dire d'où nous viennent ces réflexions, d'où viennent les données sur lesquelles on s'appuie. Vous avez une personne comme ça qui, je trouve, a un logos assez formidable sur YouTube, c'est Mos Majorum. C'est une chaîne YouTube qui parle d'actualité scientifique et de sociologie, etc. Mais vous verrez, en fait, c'est chirurgical en termes de précision. Il cite toutes les sources, les études sur lesquelles il s'appuie, il y a des références, et il les lit en fait. C'est une des rares personnes que je vois sur internet qui lit les études dont il parle. Ce qui est assez robuste sur le plan du logos, du coup. Par contre,
Il y a aussi des personnes qui, dans leur façon de communiquer, ne manifestent pas ou très peu de logos. C'est des personnes qui vont parler d'anecdotes personnelles, qui vont raconter leur vie, qui vont être dans la séduction plutôt que dans la réflexion et la construction d'un argumentaire. Et souvent, ce sera des discours qui sont très flous, très vagues, basés sur des intuitions, des préjugés, etc. Il y a un bon exemple de personne comme ça, même si j'ai pas envie de lui faire de la pub, mais bon, elle fait partie des gens auxquels j'ai pensé rapidement quand je cherchais un exemple. C'est la chaîne YouTube Une Psy à la maison. C'est une thérapeute belge qui a consacré plus de 1000 vidéos sur sa chaîne à parler uniquement de 2 sujets, les pervers narcissiques et les surdoués. Donc voilà, toute sa chaîne est consacrée à mettre en scène une sorte de guerre entre d'un côté les gentils, qui sont les surdoués, qui sont les parfaites victimes des pervers narcissiques, et de l'autre côté les pervers narcissiques, qui sont les méchants, qui sont des gens incurables, on peut rien faire pour eux, il faut juste les fuir, etc. Voilà, toute sa chaîne est basée sur probablement des traumatismes qu'elle a vécus, qui font qu'aujourd'hui elle consacre tout son temps, sa carrière, à remettre en scène cette blessure fondamentale, mais sans rationalité, sans rigueur. Bref, je vous conseille pas d'aller perdre du temps à regarder ça. La deuxième composante de cette triade de la communication, c'est ce qu'on appelle l'éthos. Donc l'éthos, c'est l'attitude, c'est la posture, la façon dont on va se mettre en scène, le ton avec lequel on s'exprime, c'est sa capacité à inspirer confiance, à être crédible, à convaincre avec son langage corporel, son non-verbal en fait. L'éthos, ça va inclure aussi la réputation, la capacité à être reconnu dans son expertise, par exemple. Les diplômes d'État, avoir un master, avoir un doctorat, etc., souvent ça va relever de l'éthos. Si je dis que je suis docteur en psychologie, que j'ai publié dans des revues à comité de lecture, eh ben ce sera souvent, dans beaucoup de milieux, beaucoup plus crédible que si je me présente en disant, bon voilà, j'ai fait des recherches sur Google, j'ai fait une formation sur Internet. Ce sera souvent pas sur le même plan, en termes de crédibilité. On sera pas pris au sérieux de la même façon. L'éthos, c'est ce qui fait qu'on est considéré comme légitime pour s'exprimer face à son public. Ça nous confère un statut d'autorité, qui fait qu'on va pouvoir transmettre plus facilement nos idées, d'être plus persuasif. C'est un peu comme dans les arts martiaux, quand il y a différentes couleurs de ceinture. On va davantage écouter les conseils d'une personne ceinture noire qu'une personne ceinture jaune, parce qu'on considère qu'elle a davantage d'expérience, de compétences, et du coup que ce qu'elle dit a plus de poids. L'éthos, c'est aussi la capacité à maîtriser des règles, à maîtriser la forme, certains codes sociaux dans les milieux associés. Par exemple, si vous écrivez une lettre de motivation pour une offre d'emploi, mais que dans votre lettre, il y a une faute d'orthographe à chaque phrase, eh ben ça risque de vous pénaliser, même si, par ailleurs, sur le fond, votre lettre, elle est impeccable au niveau du logos. Après, évidemment, cette discrimination liée à la maîtrise des règles et des codes sociaux, ça peut être limitant. De la même façon qu'on peut trouver des pépites d'or si on fouille dans une mare de boue, parfois ça vaut la peine de regarder une jolie lune, même si elle est pointée par un doigt sale. Donc un exemple d'une personne qui je trouve a un bon ethos dans le contexte où je l'ai écouté, c'est Céline Alvarez. Elle est passée à On n'est pas couché, elle était face à Philippe Besson, qui a commencé à l'attaquer, etc. Et quand elle lui a répondu, elle l'a direct remis à sa place, mais de façon chirurgicale. Et ça, pour moi, ça relève de l'éthos. C'est pas uniquement ce qu'elle dit, c'est son attitude, c'est sa façon de soutenir son regard, c'est sa manière de pas se laisser démonter, en fait. Ça, pour moi, c'est de l'éthos. À l'inverse, une personne qui manifeste un manque d'éthos dans son attitude, c'est cette fameuse phrase de Finkielkraut, quand il dit « Taisez-vous !» Cette phrase, en fait, elle le décrédibilise. Elle montre juste qu'il sait pas se défendre, en fait, et qu'il est tellement pas capable de se défendre dans cette discussion sur un plateau télé, qu'en fait, il pète un câble. Il arrive pas à prendre sa place. Du coup, en fait, il se met à hurler parce qu'il perd ses moyens. Donc il y a un côté pas très crédible, en fait. On n'a pas envie d'écouter ce qu'il dit si il perd ses moyens pour ça. Du coup, toute la France se moque de lui. Ce qui montre que niveau crédibilité, c'est pas terrible, quoi. Ensuite, comme troisième élément de cette triade de la communication, il y a ce qu'on appelle le pathos. C'est un peu le cœur du sujet qu'on va aborder ensemble pour les prochains épisodes. Donc le pathos, ça concerne les affects, la capacité à générer des émotions dans la communication, à créer un lien basé sur justement la conscience d'une vulnérabilité partagée entre soi et l'autre. Ça renvoie un peu à la passion, la capacité à être emporté par l'émotion, dans notre façon de parler, et à emporter l'autre avec nous, sur ce plan-là.
Ça peut inclure n'importe quelle émotion, hein. Ça peut être la compassion, la colère, l'indignation, la tristesse, le dégoût. Voilà, l'enjeu c'est vraiment de pouvoir générer de l'affect et le communiquer à l'autre, de sorte qu'il soit reçu par l'autre et qu'il puisse y réagir. D'ailleurs, de façon générale, les émotions, c'est un peu le carburant le plus puissant pour diffuser des idées. J'en ai parlé dans un article en 2018 sur la manière dont Orelsan et le Raptor dissident avaient pu parfois utiliser la haine pour capter l'attention et pour être diffusés dans la population. La chanson Suicide social d'Orelsan, c'est une chanson basée sur la haine et c'est un immense succès en fait. Parce qu'il y a un lien direct entre les émotions et la mémoire dans le cerveau. C'est ce qu'on appelle le système limbique. C'est ce qui fait que plus une information va générer des émotions fortes dans le cerveau, mieux elle sera retenue et plus elle sera susceptible de se transmettre ensuite de proche en proche. C'est pour ça que sûrement vos premiers souvenirs d'enfance, c'est des souvenirs liés à des émotions fortes. Que ce soit des émotions merveilleuses, un souvenir de voilà, votre premier jour à Disneyland, ou au contraire des traumatismes et des choses douloureuses, par exemple un cauchemar ou une agression, un accident, etc. Donc voilà, dans le contexte de la communication, le pathos, c'est ce qui va permettre de créer une connexion émotionnelle avec le public, ou la personne à qui on s'adresse. Que ce soit en suscitant la sympathie des autres, par exemple si on publie un témoignage sur internet pour raconter quelque chose de douloureux, etc., et du coup ça va souvent générer des réactions positives de la part des autres, ou parfois le pathos, ça va consister au contraire à générer de l'inconfort chez les autres, voire à se rendre antipathique. Par exemple, Greta Thunberg avec son How dare you qu'elle exprime face à des responsables politiques, le but n'est pas d'être perçu comme sympa. Le but c'est au contraire de mettre les gens mal à l'aise, de les faire se sentir coupables, pour générer éventuellement des changements, pour motiver les gens à mettre en place des actions pour que ces revendications soient prises en compte. Le pathos, de façon générale, ça consiste à ne pas laisser indifférent. C'est-à-dire que soit on va aimer la personne, soit on va la détester, un peu comme certaines personnalités, comme Serge Gainsbourg, par exemple, ou certains polémistes, c'est des personnes qui vont prendre une posture, qui vont avoir un pathos qu'on va soit adorer, parce qu'on va se sentir proche d'eux, on va se sentir comme eux, ou au contraire on pourra pas les blairer, on va les détester. Et du coup ils nous seront très antipathiques. Mais dans les deux cas, c'est des gens dont le pathos va nous faire réagir. A l'inverse, un discours où il n'y a pas de pathos, un discours qui manque de pathos, ça va être un discours par exemple très froid, un discours qui se veut clinique, qui va être désincarné, qui fait qu'on s'en tient aux faits, entre guillemets, qu'on ne veut pas parler d'émotions, qu'on veut rester neutre, qu'on veut surtout pas prendre parti, où on va juste se baser sur ce qu'on appelle la logique des concepts, mais sans forcément prendre en compte l'être humain, la vulnérabilité qu'il peut y avoir dans les dynamiques de communication en fait. Ça peut être une volonté d'être pragmatique, d'être efficace, de chercher des solutions, mais sans prendre le temps de se connecter. Et donc ce qui peut parfois générer aussi des conflits parce que le pathos peut être un élément fondamental à prendre en compte pour se comprendre, pour pouvoir entrer en relation. Un exemple d'une personne qui communique sans prendre en compte le pathos, ça peut être Christelle Petit-Colin. Elle a écrit un petit bouquin sur comment s'affirmer et oser dire non. Et dans ce bouquin, elle dit à un moment donné, elle propose une heuristique dans les relations humaines qui est toute demande non exprimée n'a pas à être satisfaite. Ce qui peut sembler être une bonne idée sur le papier, sauf que ce qu'elle prend pas en compte dans cette phrase, c'est toutes les personnes qui, justement, auront du mal à exprimer leurs limites, à exprimer des demandes, parce qu'ils se sentiront pas en sécurité, parce qu'ils auront été maltraités, ou pour plein de raisons différentes, parce qu'ils seront face à une autorité symbolique intimidante, etc. Et dans ces cas-là, si on applique scrupuleusement à la lettre cette heuristique de Christelle Petit-Colin, et bah du coup on risque de piétiner les limites des gens, juste parce qu'ils n'auront pas exprimé leurs limites, qu'ils n'auront pas exprimé de demande. Et du coup ça peut aussi être utilisé comme une phrase pour légitimer d'avoir un comportement désagréable, un comportement assez peu à l'écoute. Assez peu à l'écoute de quoi? Bah de la vulnérabilité de l'autre, du pathos en fait. Et donc, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces trois aspects de la communication, ils sont complémentaires. Ils ont chacun quelque chose à ajouter pour avoir des échanges de qualité. D'ailleurs, quand il manque certains de ces aspects, ça va générer des problèmes. On peut dire que l'intelligence, dans la communication, ça intègre à la fois le cœur, donc le pathos, la tête, le logos, et les tripes, pour l'éthos. Quand il manque le logos,
ça fait que la communication elle sera floue, voire parfois toxique, parce que du coup on fait n'importe quoi et on risque de se faire du mal ou de faire du mal aux autres. Quand il manque le pathos, on risque d'être dur, froid, exigeant, voire violent, sans forcément s'en rendre compte. Et quand il manque l'éthos, on risque d'être pas très crédible, d'être déconnecté de la réalité, d'être un peu dans le fantasme, à croire qu'il suffit d'avoir des bonnes idées et des émotions pour que ça passe, mais non, ça passe pas forcément. Il faut aussi prendre en compte le contexte. Il faut aussi prendre en compte les règles, les codes et les attitudes convenables pour que notre propos il soit impactant, qu'il puisse être entendable pour les gens. Donc voilà pour cette première partie sur la question de la relation au pathos. On se retrouve pour l'épisode 5 qui abordera la manière dont le pathos parfois peut être stigmatisé dans la société et pourquoi. Donc moi je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour continuer sur cette lancée. Et si vous faites une pause entre les 2 épisodes, et bien en attendant, prenez soin de vous et des autres en allant là où c'est vivant.